je vais pas forcément aller au cinéma pour aller au cinéma. Parce que je me dis pas, tiens, je vais au cinéma. Ah, tiens, qu'est-ce qu'il y a au cinéma? Ah bah tiens, ce film, allons-y. Déjà, est-ce que depuis le déconfinement, t'es retourné en salle? Je suis pas du tout retourné au cinéma depuis des mois. Non. Moi, je trouve ça fascinant quand je suis devant un cinéma et j'entends les gens autour de moi qui arrivent, qui font « Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on aille voir ça? Ah, ça, c'est trop tard. » Pour moi, c'est de la folie. Mais c'est génial, ils ont raison de pouvoir sortir comme ça à l'improviste et de prendre un film au hasard. Ce qui est intéressant en tant que réalisateur, c'est que tu te rends compte que la plupart des gens sont comme ça. La plupart des gens vont au cinéma parce que c'est sorti pour eux. Ils choisissent le film sur des critères très rapides. Alors l'affiche, les acteurs, il dit ah il y a le dernier machin, ah mais j'aime bien cet acteur, et c'est tout. Ils décident sur les affiches, quoi. Ils voient toutes les affiches, et ils disent tiens celui-là il m'intéresse. Ouais. Et c'est fascinant je trouve, parce que c'est pas du tout dans mes habitudes, mais en même temps c'est comme ça que les gens consomment le cinéma. Si tu pourrais voir un film là tout de suite maintenant tout seul dans une salle de cinéma, ce serait quoi? Alors je vais te parler d'un truc qui a rien à voir mais c'est très lié. J'ai récemment acheté, grâce à notre ami Patrick Beau, qui m'a forcément influencé, un casque VR, un Oculus. Et dedans, il y a une application gratuite que j'adore et que si toi un jour tu as un Oculus, tu vas adorer. Ça s'appelle Beatscreen. C'est des salles de cinéma virtuelles. Ah mais oui, j'ai vu passer ça. Et tu peux, alors, si tu as un PC, tu peux streamer n'importe quel DivX de ton ordinateur et le projeter dans une fausse salle de cinéma, mais que tu paramètres. Donc ça qui est génial, c'est que ça peut être un salon un peu moderne, ça peut être une salle type Grand Rex, ça peut être un feu de camp. Inviter des gens, alors soit inviter des amis, soit ouvrir au monde entier, donc tu as des gens random qui rentrent, qui regardent le film avec toi. Tu peux parler aux gens pendant le film, tu peux aussi les muter si t'as pas envie de leur parler et regarder le film. C'est là où c'est assez dingue, t'as même des films en 3D. Donc du coup, t'es dans une salle virtuelle et t'as l'impression de voir un film en 3D comme si t'avais des lunettes et tout. Ce qui est dingue, c'est la réelle sensation d'immersion et que l'image du film influence la lumière autour de toi, tu vois. Donc tu as vraiment cette impression d'être dans le noir et que la lumière joue sur ton environnement. Alors moi j'ai pas de PC, donc du coup je vais voir des films random. C'est-à-dire qu'il y a des gens du monde entier qui proposent du film comme ça, et ça devient vraiment un de mes plaisirs, c'est que je rentre dans leur salle de cinéma privée et je vois les films qu'ils proposent. Et des fois c'est souvent des Harry Potter, des Avengers, puis des fois c'est des films vraiment genre Barton Fink, tu vois, des films que j'avais oubliés, genre ah oui ce film il est bien et tout. Souvent j'arrive au milieu du film, tu vois. Ouais. Et je bloque sur des films, des classiques de mon enfance, mon adolescence, et je les regarde jusqu'à la fin en compagnie de gens, je sais même pas d'où ils sont. Il y en a qui ils viennent du monde entier. Et c'est vraiment pour moi un bon. Alors c'est pas forcément, ça remplace pas le cinéma, tu vois, mais c'est ce qu'il y a en ce moment en termes d'expérience de cinéma, c'est ce que je vis en ce moment, c'est beaucoup ça. Et ce que j'aime bien, c'est de pas choisir aussi. Ouais. Alors à un moment, il y avait Demolition Man. Et voilà quoi, je suis allé le voir. En plus, il était en VF, parce que des fois c'est en VO. Et je me suis tapé des barres. Je me dis, mais ce film il est génial. Et c'est marrant parce qu'il y avait des gens autour de moi qui me parlaient, mais je voulais pas leur parler parce que je voulais voir le film. Et ce que tu peux faire en VR et pas dans la vraie vie, c'est que tu peux les muter. C'est génial! Ils te parlent, et toi tu et tu les regardes, et tu regardes le film et tu t'entends rien quoi. Et donc récemment, je suis tombé sur Jurassic Park, qui est peut-être mon premier souvenir de cinéma, premier souvenir marquant, c'est que même si j'ai dû voir d'autres films avant des dessins animés, c'est la première fois où je me rappelle encore de l'expérience d'être dans la salle. Pour l'époque, il y avait tout un merchandising autour de Jurassic Park, il y avait les bonbons Jurassic Park et tout, et qui te vendaient, c'était la première fois où tu vas au cinéma, on te vend déjà les produits dérivés à l'entrée du cinéma quoi. Et donc je l'ai vu quand j'avais genre 9 ans, tu vois, c'était le meilleur film de ma vie à 9 ans, et là récemment, je me dis, tiens, et quand je l'ai vu passer en VR, je me dis, tiens, il le repasse. J'ai peur de le revoir parce que j'ai peur d'être déçu. Et ben non, c'est toujours le meilleur film. Tu l'avais pas revu depuis tes 9 ans? Non, j'avais dû le revoir plusieurs fois, mais ça faisait peut-être plus de 10 ans que je l'avais pas revu. Même, oui. Ah, oui. Alors que ça fait partie de mes films cultes. Et donc j'avais un peu peur de le revoir. Et là, en le revoyant, je me suis dit, non, en fait, le film, il est parfait. Il est nickel. Et j'ai pu le revoir dans un faux cinéma. Donc ça m'a rappelé un peu mon enfance. Quand t'arrives au cinéma, où est-ce que tu t'assois? Souvent sur un bord où je peux allonger une de mes jambes. Je suis jamais au milieu, je suis toujours près des escaliers. Ça m'est arrivé pendant très longtemps d'être très loin, par réflexe. Et en fait, un jour, parce que j'avais plus de place, je me suis mis très près. Pendant longtemps, on te dit non, mais être près d'un écran, c'est nul. Non, en fait, ça peut être très bien un film très près. C'est plus immersif presque. Être très près, être mangé par l'écran,
c'est certes bizarre, mais tu pourras pas revivre ça à part en VR. En VR, tu peux choisir. En plus, oui, désolé, je reviens sur le VR. Tu peux choisir ta place dans le cinéma virtuel. Bah oui, forcément. Alors, bien sûr, il y a des films qui sont regardables comme ça, quoi, mais c'est intéressant d'être quand même très près. Toi qui aimes tant les histoires de voyage dans le temps, si tu pouvais à ton tour voyager, tu irais où et quand? Et qu'est-ce qui se passerait? Bah, forcément, moi, je suis plus curieux du futur. En fait, je suis pas nostalgique, je suis pas en train de me dire oh là là, c'était tellement mieux les années 60, les filles étaient habillées avec des jupes, les garçons avaient des blousons en cuir, et puis il y avait du racisme. Enfin, tu vois, enfin, vraiment, c'est pour ça que je suis plus intéressé par le futur, même si je suis pas non plus très optimiste sur le futur. La preuve en voyant ce que produire là-dessus. Après, j'aimerais bien voyager dans le sens comme un touriste, c'est-à-dire que j'aimerais pas revivre des années, tu vois. Enfin, il y aura forcément un truc, je sais pas, j'aurais l'impression d'être dans un mensonge, d'être un monde virtuel, tu vois. Parce que j'ai beaucoup pensé. Hein. Oui, bah oui, je vois ça. Et en plus, t'as les paradoxes, enfin, c'est-à-dire tu peux rien faire. Bien sûr que si tu vas dans le passé, ce que t'as envie, c'est de dire ah ben je vais inventer l'iPhone avant Steve Jobs, comme ça je vais être méga riche, tu vois. Je sais pas, ça ouvre trop de paramètres, mais toi, tu aimerais quoi? Moi, ça m'intéresse ta réponse. Oh, bah c'est la création du cinéma, hein, c'est de rencontrer Georges Méliès. Ah oui, alors, mais bien sûr. Ah, mais, voilà. mais en même temps, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis, mais j'adore ce que tu fais. Bon, c'est triste que tu vas mourir pauvre et que tu vas brûler la moitié de tes films parce que t'auras plus d'argent. Mais toi, t'es comme ça. Enfin, c'est horrible. Vraiment, si je pouvais voyager dans le temps, mais de ouf. Je veux être à la première séance du 28 décembre 1895. Je veux aller voir Méliès en lui disant je fais un petit peu de magie, j'aime bien raconter des histoires, je peux travailler avec vous? Oui, mais tu veux, alors, question, t'aurais aimé le vivre, mais sans savoir ce que ça allait donner, genre, t'aurais aimé participer à ce mouvement-là, en tant que réel personnage de l'époque, Ouais. ou genre en mode voyageuse du futur, genre, oh là là, mais c'est Méliès, je vais faire un petit selfie, il lui va dire, mais qu'est-ce que vous faites, madame? Ah, c'est une bonne question. Moi, je pense plus voyager pour voyager, c'est vraiment con, c'est juste valider tout ce que je sais dessus et pouvoir y être vraiment, me dire bon bah en fait c'était bien comme ça. J'ai commencé à écrire une histoire là-dessus justement, c'est pour ça que pour l'instant c'est en forme de roman et comme beaucoup de romans, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de pression pour le terminer, voilà. C'est une histoire sur un gars qui parcourt un peu plusieurs années dans l'histoire du cinéma, quoi. Donc c'est un livre que pour toi. Ah bah oui, Je sais pas si d'autres gens aimeront ce livre, mais toi, je sais que c'est pour toi. Alors, ça parle pas du début du cinéma, c'est une autre période. Mais un jour, je te l'enverrai. Alors, sachant que je l'ai pas terminé et que peut-être que je terminerai jamais, mais un jour, je te l'enverrai parce que je fais partie des gens qui comprendraient l'intérêt. L'histoire du cinéma, c'est l'histoire avec un grand H, mais avec plein de petits H, oui. Parce que c'est que des petites histoires dans le cinéma. C'est un art qui raconte des histoires. Enfin, tellement de choses. Et surtout que c'est les gens, enfin, c'est aussi les personnalités. C'est que Méliès. On aime Méliès par son travail, mais aussi par sa propre histoire à lui, qui est le magicien qui est un peu tombé par hasard amoureux du cinéma à l'époque où c'était complètement expérimental, qui pour lui c'était une façon de faire des tours de magie, qui après est devenue une esthétique maintenant tellement reconnue, tellement réutilisée. Mais en même temps, je te dis, l'histoire de Méliès est aussi tragique, c'est aussi ça qui le rend exceptionnel, quoi. C'est la tristesse de la fin de sa vie parce que c'était un génie pas forcément compris à une époque où l'industrie du cinéma était encore naissante et lui c'était pas du tout un industriel, quoi. Donc tout ça c'est fascinant. C'est pour ça que quand je te dis mais tu lui dirais quoi à ce gars, parce que tu sais qu'il va... je vois ce que tu veux dire. Tu vois, ou alors est-ce que tu irais dans son bureau prendre tous les films qui ont été brûlés, qu'on n'a jamais vus de lui, tu les prendrais en mode hop là. Bien sûr, évidemment, je pense que je ferais ça et genre 30 ans plus tard, j'irais voir Henri Langlois, le créateur de la Cinémathèque française, en lui disant tiens, prends, voilà. Garde tout. Il y a tellement de choses, tant de paramètres là-dessus, mais je partage ta passion là-dessus. C'est juste que moi aussi je me posais les mêmes questions. Ouais. Ah oui, bah alors, justement, on parle de film, évidemment, on parle de cinéma, on est là pour ça, bien sûr, tu le sais toi-même. Mais tu es en train actuellement de préparer un film. C'est quoi en fait un peu les différences avec les autres formats que tu as déjà fait? La différence, c'est que quand tu fais une vidéo sur YouTube, tu peux avoir l'idée et tu peux te dire tiens, la semaine prochaine, je veux qu'elle soit en ligne. Pour un film, c'est pareil, sauf que c'est 10 ans le temps que ça prend pour que ça sorte. Ouais, c'est quelques mois d'écart. Voilà, donc c'est un peu plus long et c'est beaucoup plus compliqué. Ça prend en compte tellement plus de gens, puis surtout des paramètres que tu peux jamais prévoir.
peux pas prévoir qu'il y ait une pandémie mondiale au moment où, voilà quoi. Quand j'aurai terminé, je pourrais vraiment te débriefer de A à Z, te dire voilà quoi. Mais pour l'instant, t'en es à quelle partie de la création de ton film là? On a une grande partie du budget. Ok. On a des décors, on a le cast. En fait, on a pratiquement tout pour commencer, vraiment. Et à cause des conditions actuelles et de plein d'autres paramètres financiers, on attend un certain moment pour être sûr que le film se fasse. Parce que ce que tu sais pas, c'est que ce film, à un moment, il devait être fait. Après, il a été annulé. Ouais. Après, il a été refait. Après, il a été re-annulé. Et ça, depuis 5 ans. Mais à chaque fois, on avance d'une étape. C'est ça qui est le paradoxe. C'est que tu fais 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Enfin, faire un film, c'est compliqué pour tout le monde. Hein. C'est que si quelqu'un te dit « Oh ouais, j'ai fait un film, bah ouais, j'ai une idée, je trouve un producteur, puis après je l'ai tourné. » Pour personne, c'est comme ça. Même pour les gens connus et les gens qui ont de l'influence, c'est dur pour eux aussi. Hein. Il y a des films avec des acteurs très connus qui sont annulés. Donc tous les films sont maudits. Oui, parce que toi, ça va être un film, c'est le Visiteur du futur en film, on est d'accord? Oui, sachant que j'en ai plusieurs sur le feu de films en fait. Il y a celui-là, et j'en ai aussi un autre, peut-être, mais pareil. Ah d'accord, ok, je savais pas. Moi, je savais que pour le Visiteur du futur. En fait, j'ai un deuxième film qui est en développement depuis pas mal de temps aussi. Ok. Et qui est plus simple à faire que le film Visiteur. Et qui peut, et pareil, c'est le même cheminement dans le sens où des fois il avance, des fois il s'arrête, des fois il reprend. Voilà. Sans compter le fait que des sociétés de distribution peuvent pas se faire de l'argent en ce moment, du coup ils vont se désengager de films. Sans compter que les assurances ne veulent pas forcément prendre en charge. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de films qui ont été arrêtés à cause du confinement, mais ils n'ont pas pu avoir l'argent des assurances parce que les assurances disaient non, mais nous on n'a pas prévu ça dans les clauses, tu vois. T'as quand même d'autres projets actuellement sur le feu? J'en ai 20 autres, Ah bon, ça va, 20 c'est déjà pas mal. C'est pour ça. Pourquoi j'écris des romans tout seul et tout? Pourquoi je fais des podcasts et tout, des livres sur internet, sur Twitter, tout ça. C'est parce que je crée mes propres projets en attendant que d'autres se débloquent, quoi. Alors justement, tu parlais de tes autres projets à côté. Il y en a un qui marche plutôt assez bien en ce moment. Donc justement, à quand une version filmée des Mystères de Saint-Jacques? En fait, ça fait partie des premières idées que j'avais eues de me dire ok, on pourrait le filmer. Quand t'appelles filmer, c'est genre il y a des comédiens qui jouent en costume. Comme le projet est à base d'impro, il faut que les comédiens soient un peu libérés et aussi que la prod soit libérée de... C'était très évident qu'il fallait le commencer en format audio, quoi. Bien sûr. Je suis pas contre le fait de le rendre de plus en plus filmé, d'une manière ou d'une autre, mais de le faire en costume, en décor et d'avoir le même degré d'impro, c'est compliqué. Ça demanderait une structure de production beaucoup plus importante, mais il faut pas que ça fasse perdre ce qui est l'intérêt du truc, c'est que mes potes comédiens viennent, on prend l'apéro pendant 1 heure, ils font le podcast et c'est fini. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils savent pas où est-ce qu'ils vont aller, ils savent pas quel rôle ils vont faire. Moi j'ai tout préparé en son et en écriture, et c'est pour ça que c'est hyper décomplexé, tu vois, il y a pas de pression. Comme ils sont pas filmés, ils se disent pas oh là là, faut que je voilà. Oui, c'est vrai. Et du coup, même si je serais intéressé de faire une version filmée, faut pas perdre ça, quoi. C'est le pouvoir de la fiction audio, c'est le pouvoir des acteurs et de l'impro, c'est qu'il y a ce moment où t'as beau être assis autour d'une table avec des micros, tout d'un coup t'es ailleurs. Ouais. Pareil au niveau du son, et c'est ça l'intérêt aussi des fictions audio, c'est un truc qui est vachement intéressant, c'est que les gens le voient eux-mêmes, quoi. Ils ont beau être, je sais pas, dans le métro en train d'écouter ça, ils voient les personnages, ils voient l'action. C'est cette magie-là qui est intéressante, tu vois. C'est le pouvoir d'imagination des gens que je compte beaucoup là-dessus, en fait. Raconte-nous ton expérience de cinéma pas comme les autres, celle qui a fait boum boum dans ton cœur. Donc on a parlé de Jurassic Park, donc c'est sûr que c'était... parce que c'était aussi... Il y avait tout, donc comme je t'ai dit, il y avait le fait que tout le monde parlait du film. Il y avait les produits dérivés dès l'entrée du cinéma, donc tu avais une expérience dès l'entrée du cinéma, tu étais dans le film alors que le film n'avait pas commencé, quoi. Tu savais qu'il y avait des dinosaures, c'est tout ce que tu savais, quoi. Et que le film arrive à être à la fois un film d'horreur et en même temps un film familial avec des enfants et en même temps un film d'aventure, enfin il cochait toutes les cases, tu vois. Et donc forcément je pense que voilà, quoi, toute ma vie je vais essayer de chercher ce sentiment-là, tu vois, de retrouver ce sentiment-là.
il y a eu des films grand public comme ça qui m'ont marqué. Et puis, il y a eu le moment où Florent Dorin, donc, qui joue le Visiteur du Futur, entre autres, on allait au vidéoclub et il me dit tu connais Bad Test, tu connais Les Feebles, tu connais Branded? Et j'ai fait non. J'ai fait, bah, faut que tu les vois ces films. Et dans la même après-midi, j'avais genre 12 ans, j'ai vu 3 films de tarés que j'aurais jamais pu voir au cinéma, déjà parce que j'avais pas l'âge pour les voir. C'est des films méga gore mais méga drôles. Donc, ce sont les premiers films de Peter Jackson. Et ça m'a renversé le cerveau parce que je me suis dit, mais on a le droit de faire ça? C'est possible? Enfin, ça a eu encore plus d'impact et je les ai vus en VHS pourri sur une petite télé à 11 ans avec mon pote en une après-midi. Et donc voilà, ce que je veux dire, c'est que des fois, tu peux avoir des expériences vraiment qui te changent, qui sont pas forcément au grand Rex, ou en 3D et tout. C'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres cinémas, plein d'autres films, plus de niche, underground et tout. Alors c'était à l'époque des vidéoclubs, hein, donc il fallait les trouver. Fallait pas se faire juger par le gars du vidéoclub et c'était souvent la jaquette, tu vois, sachant que dans ces films d'horreur, des fois la jaquette était 1000 fois mieux que le film, quoi. Donc tu pouvais tomber sur des navets et dire bon bah c'est nul, voilà. Et puis des fois t'avais des films de fous comme les films de Peter Jackson et je me rappelle parce que donc j'avais genre 10-11 ans, je vois ces films là, je me dis Peter Jackson c'est un taré, je veux voir tous ces films. Puis après j'apprends qu'il va réaliser mon livre que j'étais en train de lire en ce moment-là à 11 ans, Le Seigneur des Anneaux. Et là, mon cerveau, il explose. Parce que je me dis, mais attends, mais le gars qui a fait le Bad Test, il y a un film où t'as des aliens qui capturent des humains pour en faire des burgers, qui se mangent leur propre vomi, qui est un film totalement pété et qui est hilarant et en même temps... Tu as vu Bad Test? Ah, non, j'ai jamais vu. Alors, mais Bad Test, j'ai trop envie maintenant. Bad Test, c'est un cours de cinéma. C'est le premier film de Peter Jackson qu'il a fait à 23 ans et qu'il a fait pendant 4 ans. Et au début, il avait plein de potes autour de lui pour jouer dans le film. Et plus il a avancé, plus les années ont avancé, plus ses potes l'ont lâché. Et à la fin, il s'est retrouvé tout seul. Et c'est pour ça que lui, dans le film, il fait 2 personnages. L'un avec une barbe, l'autre sans barbe. Et il est obligé de se battre contre lui-même à la fin. Parce qu'il n'y avait plus de potes à lui. Et pendant des années, il a demandé l'aide du CNC local néo-zélandais. Ouais. Et les mecs lui disaient, mais on va pas t'aider, mec, c'est trop bizarre ton film. Et au bout de 3 ans, ils ont dit, tu sais quoi, ok. Du coup, ils lui ont donné, je sais pas, $100 000. Et à la fin du film, la maison qui décolle, c'était une fusée, ça va dans l'espace. Alors que le film, c'est un des plus gros films amateurs de tous les temps. Et il a réussi à convaincre le centre cinématographique néo-zélandais de le financer. Et ça l'a lancé sa carrière. Et maintenant, il est devenu un des réalisateurs les plus puissants de Nouvelle-Zélande. C'est improbable, quoi. C'est un film génial, quoi. Donc moi, je conseille à tout le monde de regarder ce film et de regarder aussi le making-of du film qui est génial. Parce que tu vois Peter Jackson à 25 ans qui raconte le film qu'il a fait et tout. Enfin, c'est génial. C'est génial et c'est hyper inspirant, quoi. Je suis pas un expert, mais je suis un passionné de Peter Jackson. Ouais. Du coup, je vois un peu toutes les étapes qu'il a fait pour en arriver là et les crans qui ont dû être faits. Tu vois, il a toujours voulu faire des films avec des monstres d'une manière ou d'une autre. Et Le Seigneur des Anneaux, pour lui, c'était une façon, à la base, c'était une façon de faire un film pour faire travailler sa boîte d'effets spéciaux. Oui. Il a créé une boîte d'effets spéciaux et donc du coup, il s'est dit bon, il me faut des films avec des monstres. Il a essayé de faire King Kong une première fois en 97 et ça n'a pas marché. Il a essayé plein de choses. Puis au bout d'un moment, il s'est dit, bon, il y a Le Seigneur des Anneaux, allez, on le prend, tu vois. Il se trouve que ce film, après, est devenu un film à Oscar. Et lui, ce qu'il voulait, c'est faire des films de monstres. Si tu devais conseiller un film, un seul, à regarder pour les gens, là, un seul, ce serait lequel ? Alors, un film que je conseille souvent, parce qu'il est vraiment, on va dire, particulier... et que c'est pas un film très connu, enfin très commercial. C'est pas un film, c'est une trilogie. Ok. Et la trilogie Before Sunset, Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight. De Richard Linklater. Même si j'ai l'impression que... Toi, tu l'as vu, toi ? Ah, ça fait partie de mes trilogies préférées. En gros, c'est 3 films avec à chaque fois les 2 mêmes personnages, joués par Ethan Hawke et Julie Delpy. L'un se passe quand ils ont 20 ans, l'autre se passe quand ils ont 30 ans, et le troisième se passe quand ils ont 40 ans. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire et il faut rien d'autre, faut pas savoir autre chose sur le film. Faut pas regarder les bandes annonces, faut pas lire les résumés, tout ce qui compte. Mais c'est des films qui ont des résonances différentes en fonction de ton âge. C'est-à-dire que c'est des films qui, pour le coup, on parlait de voyage dans le temps. Pour moi, ces films sont des vraies expériences de voyage dans le temps. C'est vrai. Parce que quand tu les vois dans le premier film, ça reflète leur jeunesse. Tu les vois, ils sont vraiment jeunes. Tu vois Ethan Hawke à l'époque. Il avait les cheveux, voilà, bien soyeux comme ça et tout. Bon, Julie Delpy, elle change pas. Hein. C'est vrai. Pendant les 3 films, toujours aussi belle. Mais du coup, ça montre leur état d'esprit à cet âge-là. Puis après, ça montre un autre état d'esprit. Et ce qui est intéressant, c'est que le premier film,
Before Sunrise, donc, il n'est pas extraordinaire, il est très sympa, mais c'est pas le meilleur film que tu verras de ta vie. Par contre, le poids qu'il a sur les autres films, cette histoire-là, la conséquence que ça a sur les autres films, fait que ça devient un film encore mieux par rapport à la suite et par rapport encore plus à la suite. Imagine que tu regardes une soirée. Tu regardes 30 ans, enfin 20 ans voilà, de la vie de ces gens en une soirée, mais tu vois, alors pas que dans leur visage, mais dans le jeu, dans les émotions, tu vois le poids des années et tu vois les conséquences des actions sur voilà quoi. Un petit flirt a tellement de conséquences quoi, dans leur vie. C'est des films magiques pour moi dans le sens où vraiment parce qu'ils ont été faits vraiment dans des conditions comme ça, ils ont vraiment été tournés 10 ans d'écart. Alors le réalisateur Richard Linklater, il a aussi fait pratiquement la même chose avec Boyhood, un film sur l'enfance d'un gars. L'expérience dramaturgique d'un film, donc d'une histoire, peut influencer ton expérience du temps, parce que ce qui se passe en 2 heures dans ta vie, mais c'est pas un film. Non, c'est jamais ça vaut jamais un film, 2 heures de ta vie, tu vois, en termes d'éléments dramatiques. Et ben quand tu crées une histoire où tu mets des éléments les uns par rapport aux autres, t'as cette impression d'avoir vécu une sorte de mini-vie en juste 2 heures, quoi. Et ça, c'est fascinant, quoi. Cette relativité du temps, je la trouve vraiment, vraiment fascinante. Ok, et ben merci beaucoup François, c'était extrêmement chouette.